bonjour. Je ne sais pas s'il y a un responsable de séance. Voilà, je me présente Jean-Baptiste Nussbaum. Je vais vous proposer un débriefing de ce congrès de l'AFEF qui a été assez dense. Et je remercie les membres du comité d'organisation de l'AFEF de leur invitation. Et je prie aussi sincèrement toutes les personnes qui ont fait de belles présentations. Je n'ai pas pu résumer ici, de bien vouloir m'en excuser. Je remercie aussi les personnes qui m'ont confié aussi leurs diapositives. Alors nous allons faire un tour d'horizon de ce congrès. Voici mes conflits d'intérêts. Nous allons aborder le plan suivant, en commençant par les maladies ou la maladie du foie liée à l'alcool. Pas de nouveaux traitements dans la maladie alcoolique cette année, mais des données épidémiologiques et beaucoup notamment provenant de l'équipe de Lille qui a utilisé le modèle de Markov pour faire une modélisation à partir des données fournies par le PMSI entre 2010 et 2013 et pour prédire les événements et maintenant et aussi dans le futur, c'est-à-dire vers 2026. Donc ils avaient les données de mortalité par cirrhose décompensée et le CHC lié à l'alcool. Et donc les estimations sont qu'en 2022, il y aurait 80 000 patients avec cirrhose parmi les patients qui ont des troubles, une maladie du foie liée à l'alcool, et 6 780 décès hépatiques liés à la MFLA. Et on prédit entre 2022 et 2026 plus de 26 380 décès liés à une MFLA, dont 63% serait dû à une décompensation. Alors on sait qu'il y a une diminution de la consommation d'alcool par tête en France, et ceci peut expliquer la diminution de la morbimortalité par maladie du foie liée à l'alcool, mais on voit quand même sur ces figures une légère augmentation quand même du CHC qui n'est pas non plus inconnue de l'épidémiologie. En fait, on sait que effectivement, les patients survivent plus longtemps et ont peut-être plus de risques d'avoir un CHC. Donc ce modèle est intéressant parce que c'est la première fois qu'il y a une modélisation de l'histoire naturelle de la MFLA en France, et ceci va être utile pour les autorités de santé et pour nous autres aussi pour prédire la morbimortalité et mettre en œuvre, sans doute, des actions ciblées. Passons aux stéatopathies, assez vite. Donc voici le travail présenté par Laurent Castera. L'étude QI-NASH l'an dernier nous avait enseigné que la prévalence de la NASH était élevée 58% chez les patients atteints de diabète, donc prévalence élevée de la fibrose extensive. Et cette année, à partir d'un groupe de 332 patients avec diabète de type 2 et stéatopathie métabolique, ils ont pu établir des comparaisons avec 262 patients. La NASH fibrosante était définie par le score histologique de Kleiner, le score NAS supérieur ou égal à 4 et un stade de fibrose supérieur ou égal à 2. Et ils ont évalué plusieurs techniques. Le score FAST qui comprend l'élastométrie par le fibroscan avec l'indice CAP, avec la liver stiffness et puis les transaminases ASAT. Le MAST qui comprend de l'IRM avec la mesure de la stéatose par indice PDFF et puis les transaminases et l'élasticité du foie mais par IRM, et puis l'index MEFIB qui repose sur l'IRM et le test FIB4. Ce qu'on peut retenir, c'est que les tests les plus performants sont le FAST et le MAST, avec des cercles sous la courbe qui sont supérieurs au MEFIB et au FIB4 et au NAFLD Fibrosis Score. Donc ce sont les deux tests que l'on peut retenir. On a vu dans la présentation qu'on pouvait commencer par l'un ou par l'autre, et puis ceci, par exemple, dans les essais, peut-être pour sélectionner les patients. On va retenir, nous, qu'effectivement, ces deux scores sont valides et pour le diagnostic de NASH fibrosante, et probablement que le FAST a la préférence, puisque l'IRM est un peu limité par son coût et sa faible disponibilité. Le diagnostic de NASH fibrosante repose théoriquement sur l'histologie, et c'est pour ça qu'effectivement, il faut avoir des tests non invasifs, mais on sait qu'il peut y avoir aussi des diagnostics erronés ou manquants, et Jérôme Boursier et Clémence Ganivette nous ont montré qu'il fallait aussi inventer de nouveaux tests, peut-être. Le test MAC3 pour évaluer la NASH fibrosante a été développé par l'équipe d'Angers, et c'est à partir de cette grande cohorte de 1924 patients avec NAFLD histologiquement prouvé dans 10 centres internationaux venant d'Asie, d'Australie et d'Europe, qu'ils ont pu établir
les corrélations avec l'histologie. Donc, le MAC3, pour reprendre, ça correspond à la glycémie, l'insulinémie, donc l'indice OMA, les transaminases ASAT et la cytokératine 18. Et donc, il y a des scores, des seuils pour exclure la fibrose extensive et des seuils pour affirmer la fibrose extensive. C'est un assez bon test. Et vous pouvez trouver ici le site pour pouvoir faire un calcul, à condition que vous ayez la cytokératine 18. Et on voit que sur cette cohorte, l'indice, le score FAST et le score MAC étaient performants, supérieurs au FIB4 pour exclure la fibrose extensive. Alors il y a donc une zone grise qui est assez large et donc toutes les discussions de savoir aussi par quoi on va commencer. Est-ce qu'on fait un FAST ou est-ce qu'on fait un MAC? Quoi qu'il en soit, le test MAC, qui n'est pas utilisable en pratique courante à cause de la cytokératine 18, peut être performant pour identifier les patients qui ont une nage fibrosante, et ceci davantage pour les essais thérapeutiques, à moins qu'un jour on puisse disposer de la cytokératine 18. On verra tout à l'heure l'intérêt de la cytokératine 18, peut-être à l'avenir. Il y a eu quand même une communication sur le traitement de la nage par le resmetirom, qui est un agoniste des récepteurs bêta des hormones thyroïdiennes. Voici un schéma assez général et peut-être pas à jour des molécules en phase 3. Et le resmetirom est cet agoniste sélectif du récepteur bêta des hormones thyroïdiennes. Et Vlad Radzu nous a montré un essai de phase 3 randomisé en double insu. Et il nous a présenté un bras en ouvert qui incluait 105 patients avec cirrhose compensée, d'âge moyen 62 ans, avec une prédominance de femmes, avec un IMC moyen à 35,4 kg par mètre carré, un diabète dans 70%, et vous voyez une élasticité moyenne à 24,6 kPa. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étude? C'est qu'il y avait une amélioration biochimique significative, gamma-GT moins 27%, diminution des phosphatases à moins 18%, une baisse de la dureté du foie de moins 7,6 kPa, une diminution de la stéatose par les indices CAP et par l'IRM, et puis, fait intéressant, la diminution du volume hépatique. Nous avons vu que la tolérance était plutôt bonne, avec des effets indésirables modérés, des salements, mais à suivre, et puis une baisse de la pression artérielle, mais ça c'est un effet attendu et plutôt favorable de ce traitement. Donc le traitement par resmetirom est efficace à 52 semaines pour réduire la fibrose liée à la nage chez les patients atteints de cirrhose et aussi les marqueurs de risque cardiovasculaire. Se posera bien sûr la question du coût, parce que je crois que le coût est assez élevé au coût quotidien à l'heure actuelle. Mais il n'est pas commercialisé. Alors un mot donc maintenant plus détaillé des hépatites virales, parce que nous avons eu beaucoup de communication. Commençons peut-être par l'hépatite C qui nous occupe encore, et suite à l'expérience de la journée Scanvir développée dans le Limousin, eh bien donc Christine Sylvain et son équipe ont montré que la stratégie aller vers et tout en un pouvait être efficace. Voici donc l'expérience de cette journée par semaine dédiée dans l'Hexapa et les Carules, avec une infirmière parcours formée au TROD, VIH, virus C, à la PCR du virus C au GeneXpert, et au Fibroscan ainsi qu'à l'éducation thérapeutique. Le même jour, il y avait aussi un médecin sur site qui pouvait voir les patients et qui voulait prescrire le traitement antiviral. Et donc sur 23 mois entrecoupés à cause de l'infection à Covid, eh bien, ils ont pu enrôler quand même 236 patients. On voit que chez ces 236 usagers, il y avait 64 qui avaient le virus C, soit 27%. Et donc, parmi ces 64 patients qui avaient des anticorps, eh bien, 20 avaient de l'ARN. Et le traitement a pu être initié chez 16 parmi les 20 malades. Et une réponse virologique a été obtenue chez 10 patients, mais 6 patients ont été perdus de vue. 4 traitements n'ont pas pu être initiés à raison d'une cause bien sûr majeure, une cirrhose décompensée qui a conduit les patients à l'hôpital, et pas de droits sociaux pour 2 malades. Alors, quant à l'élasticité du foie, on voit bien qu'en très grande majorité, le foie est peu fibreux. 95% avaient une fibrose inférieure ou égale à F2, 7,4% avaient une fibrose F2, et puis on voit 2,8% une fibrose F3 et 2,1%, soit 6 patients, une fibrose F4. Alors le message, c'est que cette stratégie aller vers et tout en un est efficiente en cas de collaboration étroite entre les centres de référence et les Carudes et l'Hexapa périphérique. Une expérience originale a été aussi celle de cette consultation à l'anesthésie au cours de laquelle les tests rapides étaient effectués pour dépister le virus B, le virus C, dans cet hôpital du Nord parisien où il y a une forte prévalence de personnes venant de pays de forte endémie, en situation précaire, avec usage de toxicomanie ou ayant des partenaires sexuels multiples. Et vous voyez, dans cette étude prospective sur 3 mois, 470 patients
ont pu être examinés. Alors tous pour une chirurgie programmée, ORL, neurochirurgie, chirurgie viscérale ou orthopédique. Et qu'est-ce que l'on voit? Donc 454 ont eu un dépistage. Le refus a été constaté chez 91 avec probablement un manque de temps pour une bonne partie des malades. Et puis finalement, on tombe sur 359 patients qui ont eu des prélèvements. Le côté décevant, c'est qu'il n'y a pas eu d'infection détectée pour le virus C et 3 patients qui avaient l'antigène HBS, mais 3 patients dans un sous-groupe qui avait été sélectionné avec au moins un facteur de risque pour le virus B. Donc c'est peut-être décevant pour le virus C, mais c'est quand même toujours une bonne stratégie aussi à développer. Et on voit bien que le dépistage dans cette population est bien sûr plus favorable pour le virus B, une population où il y a une forte prévalence certainement, mais que c'est faisable en tout cas en consultation d'anesthésie. Et pourquoi dépister? Parce qu'il faut bien sûr traiter les patients, dépister toujours et dépister notamment en psychiatrie. Stanislas Paul nous avait montré que la prévalence de l'hépatite C était plus élevée, 10 fois plus que dans la population générale, et qu'il s'agissait d'une population à examiner en priorité. Et là, avec ce travail reposant sur les données du SNDS entre 2015 et 2018, 17 203 personnes atteintes de troubles psychiatriques ont pu être examinées, donc en termes d'hospitalisation, de fréquence et de durée d'hospitalisation, avant traitement par antiviraux direct du virus C et un an après traitement par les antiviraux. Le fait important, c'est qu'on observe une diminution de 28% du nombre d'hospitalisations après traitement. Le mécanisme n'est pas clair. Est-ce que les patients étaient moins fatigués? Est-ce que ça diminuait évidemment leurs troubles psychiques par conséquence ou encore d'autres phénomènes extra-hépatiques? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Et quand on regarde dans le détail, le nombre moyen d'hospitalisation était de 0,8 par patient et par an après traitement antiviral contre 1,2. Le nombre moyen en psychiatrie d'hospitalisation, c'était de 1,2 versus 1,4. Et la durée de séjour était diminuée. Elle était donc de 16,7 jours versus 20,5 jours. Donc on peut dire que la guérison du virus C est associée à une diminution des hospitalisations et leur fréquence dans l'année qui suit le traitement par antiviraux direct, et même en cas de troubles sévères. Nous avons eu des présentations sur le virus B et nous avons appris maintenant qu'il y a des nouveaux biomarqueurs du virus B, notamment l'ARN du virus B sérique, et puis l'antigène HB Core-Related, HBCR, qui sont des marqueurs indirects de l'activité transcriptionnelle de l'ADN superenroulé. On sait bien que l'ADN superenroulé, c'est l'objectif à atteindre, mais que, bien sûr, on ne détecte que dans le foie et qu'il s'agit donc d'une technique invasive et ces tests vont être certainement très utiles à l'avenir. Alors, la preuve du concept, c'est déjà aussi de montrer que c'est un bon marqueur viral non invasif et reflet de l'ADN CCC, intrahépatique, dans ce travail présenté par Mme Testoni dans une étude collaborative entre Lyon et Milan. Eh bien, 122 patients non traités et 30 patients traités par NUC avaient une exploration par dosage sanguin, mesure de l'ARN viral B circulant, antigénémie HBS, l'antigène HBCR, et dans le foie, notamment le cccDNA, mais aussi l'ARN 3,5 kbase. Et ce que l'on constate, c'est que les patients qui ont l'ARN circulant B avaient des taux plus élevés d'ADN superenroulé que les patients ayant un ARN négatif. Ils ont montré aussi une étude multicentrique avec une très large cohorte, la plus large à l'heure actuelle, chez 1503 patients de 4 centres internationaux, où ils ont pu effectivement non seulement mesurer ces biomarqueurs, mais aussi déterminer la fibrose. Et qu'est-ce que l'on peut voir effectivement? Donc d'abord l'antigène HBCR, pour rappeler, eh bien, c'est toutes ces protéines qui sont déroulées de l'ARN prégénomique ou l'ARN messager précorps. Donc ici, l'antigène HBE qui passe par la protéine P22, donc la protéine précorps, la P25, et puis la protéine pré-C, la P22CR. Toutes ces molécules correspondent effectivement à ce que l'on mesure par l'antigène NEMI HBCR. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est que, d'une part, pour revenir sur l'ARN circulant B, l'ARN B était positif chez 92% des patients antigène HBE positifs, 37% des antigènes HBE négatifs, et puis 38% des patients traités par NUC. Et qu'il existait aussi une corrélation positive entre l'ARN circulant B et l'antigène HBCR chez les patients
traités par NUC comme chez les patients non traités. Mais il y avait aussi quelques discordances. On pourrait dire, évidemment, c'est assez simpliste, on pourrait dire qu'on peut se servir d'un seul marqueur, mais donc il y a probablement beaucoup plus de subtilité à connaître, et notamment ces discordances. Et donc, le mérite de ce travail, c'est que c'est une première grande étude descriptive de l'ARN viral B sérique et de l'antigène HBCR sur une grande cohorte de patients. Les travaux ultérieurs permettront sans doute d'évaluer les valeurs prédictives de ces tests et les discordances entre l'ARN circulant et l'antigène HBCR. Sur le plan épidémiologique, on sait que la stéatopathie et l'hépatite B ne font probablement pas bon ménage, mais qu'en est-il exactement? On peut peut-être mesurer ça avec des index de stéatose, et on sait par exemple le Fatty Liver Index, le FLI, est un bon marqueur pronostique. Alors dans cette cohorte, qui est issue de la cohorte NRS hépataire, 2877 patients d'âge médian 48,9 ans, et majoritairement des hommes, traités, voyez-vous, en très grande majorité par analogue nucléosidique ou nucléotidique, avaient une cirrhose quand même dans 16,8% des cas. Et puis, donc, on déterminait les facteurs ou les paramètres associés au FLI, c'est-à-dire l'IMC, le tour de taille, les triglycérides et la gamma-GT. Il y avait 3 classes, moins de 30, entre 30 et 60, et plus de 60. Et ce que l'on voit, d'une part, c'est que l'incidence de la mortalité liée au foie était de 4 pour 1000 personnes et par an, et puis que le FLI était assez discriminant chez ces patients, puisqu'il déterminait bien la mortalité, avec une faible mortalité chez les patients qui avaient un FLI inférieur à 30, versus ceux qui étaient entre 30 et 60, ou plus de 60. Toutes causes, mais en revanche, pour les causes hépatiques, c'était à la limite de la significativité. Alors, le Fatty Liver Index est indépendamment associé à la mortalité toute cause chez les patients traités pour une hépatite B, et donc ça peut nous aider également pour déterminer le pronostic chez ces malades, et puis aussi peut-être pour des conseils d'hygiène de vie. Le virus Delta a fait l'objet, bien sûr, de plusieurs présentations, beaucoup sur le réflexe testing, sur la qualité des prélèvements. Donc là, c'est le dépistage de l'hépatite Delta qui vous a été présenté par l'équipe de Limoges, en association avec d'autres équipes, Lyon, Paris et Reims. Et c'était un questionnaire envoyé aux membres de la Société française de microbiologie du Collège de bactério et viro-hygiène sur 14 items, et 131 laboratoires étaient interrogés, 36 CHU, 53 centres hospitaliers et 42 laboratoires privés. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que les anticorps anti-delta sur site étaient bien sûr faits au centre de référence, chez Cerba, chez Eurofin, Biomnis et dans 26 laboratoires, 20% des laboratoires privés, et 24 CHU sur 36, que la RT-PCR Delta était effectuée dans 10 CHU et un laboratoire privé, mais que beaucoup, bien sûr, des prélèvements étaient sous-traités dans les centres de référence ou les gros centres. Alors un point peut-être qu'on va retenir, donc d'une part, on voit bien que les prélèvements sont assez peu faits dans les CHU, et il y a quelques tests maison qui existent encore, qui sont de qualité. On verra la qualité après. Et point important, c'est que le réflexe testing, qui est de doser les anticorps anti-delta systématiquement chez les patients antigènes HBS positifs, n'est pas systématiquement fait. Vous voyez, c'est 23%, mais bon, néanmoins, ça doit peut-être donner des idées pour développer ce test un peu plus systématique. Alors, dépister les anti-VHD chez tout patient antigène HBS, voici c'est l'expérience de Bobigny, dans une enquête rétrospective monocentrique. Donc là, on parle vraiment du réflexe testing. Entre juin 2012 et février 2022, les anticorps antivirus D étaient mesurés, de même que la charge virale D, par un test maison initialement, puis un kit commercial. Donc vous voyez, parmi 84 671 patients, 3 198 étaient antigènes HBS+, soit 3,8% de la population. Parmi ceux-là, donc 2886 ont été dépistés pour les anti-VHD, donc 90%, ce qui est quand même beaucoup, et 172 patients ont été trouvés avec des anticorps antivirus D, et la charge virale était mesurée chez 149 de ces malades. Donc, vous voyez, 91 patients ont été découverts virémiques pour le virus Delta. Alors, c'est vraiment un très beau travail qui montre que le test sérologique réflexe est efficace chez tout patient antigène HBS+. 60% de ces patients qui ont des anticorps antivirus D positifs ont une réplication virale active. Qu'en est-il de la qualité de ces tests? Alors là, c'est aussi une étude qui repose sur le Centre le contrôle national de qualité mis en place depuis 2012, autant pour la sérologie que pour la charge virale. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'il
pour les sérologies delta, il y avait une très bonne concordance sur site, qui était plus de 80%, que les anticorps de type IgM étaient assez peu concordants et la recherche était d'ailleurs plus pratiquée, et que, en ce qui concerne la biologie moléculaire et la charge virale delta, pardonnez-moi, eh bien, pour ces laboratoires qui la pratiquaient, on voyait que les tests étaient conformes dans 80% des centres, mais non conformes ou à surveiller pour 10% de chacun. Donc il y a certainement une marge de progression. Donc pour la recherche des anticorps antivirus D, c'est très satisfaisant. Pour la charge virale, il y a encore une variabilité interlaboratoire et les travaux de standardisation sont en cours. Passons au traitement de l'hépatite delta. On va parler du bulévertide, qui est une des molécules, et la molécule actuellement disponible, en plus de l'interféron alpha-pégylé. Je vous présente les autres très succinctement. Donc, nous avons eu la présentation de la cohorte bulé-delta, qui est un observatoire ANRS. Et là, ce sont les données de 115 patients pour lesquels toutes les données étaient disponibles à S24. Vous voyez, des patients jeunes, 41,9 ans, et une cirrhose dans plus de la moitié des cas, traitée par analogue pour le virus B, traitée par interféron alpha dans 43%, et la réponse virologique était déterminée par la baisse de la virémie delta de moins de 2 log. Qu'est-ce qu'on peut voir à S24? C'est qu'il y a une réponse virologique de 58%, sans interféron 39%, avec interféron 84%. La réponse en termes d'ARN viral B indétectable, cette fois-ci à S24, c'était 23%, seulement 8% sans interféron et 44% avec interféron. Quand on voyait la diminution de la virémie delta, elle était de 1,6 log sans interféron et 2,4 log avec interféron. Et en analyse multivariée, le seul facteur associé à la réponse virologique était l'interféron avec un hazard ratio à 8,4. Il y a eu des arrêts prématurés, 5 avec l'interféron, 2 avec le bulévertide, mais globalement, la tolérance n'était pas si mauvaise. Alors on peut dire qu'il y a plus de 50% de réponse à S24 de traitement par bulévertide et que cette association interféron et bulévertide est certainement optimale sur le plan virologique, mais bien sûr limitée par la tolérance. Deuxième présentation, celle par Victor Delédingan, qui a montré les résultats de l'accès précoce entre septembre 2019 et septembre 2020 chez 146 patients qui avaient une forme sévère, cirrhose compensée ou fibrose F3, ou une fibrose F2 et des transaminases à plus de N depuis plus de 6 mois. Le choix du traitement était à l'appréciation du prescripteur, et ce n'était pas un essai randomisé, c'était une étude ouverte avec soit du bulévertide en monothérapie, donc 2 mg par jour, suivi après donc une période qui était de 12 à 18 mois de bulévertide seul, soit un arrêt du bulévertide, soit l'association bulévertide interféron pégylé, suivi également soit du maintien de la bithérapie, soit une monothérapie par bulévertide, soit un arrêt et un suivi. Et qu'est-ce qu'on peut dire effectivement de cette population? C'est que quand on regarde le critère de réponse combiné ARN, viral B indétectable ou diminution de plus de 2 log de ARN et transaminase inférieure à 40, eh bien, on voyait que la réponse était de 52% pour bulévertide seul, 41% avec l'association PEG et bulévertide, et puis quand les patients avaient eu la combinaison puis avaient maintenu le bulévertide en monothérapie, 50%, on voyait que les patients qui avaient arrêté précocement rechutaient fréquemment et que les patients qui avaient arrêté la bithérapie avaient un peu moins de rechute. Alors, quels sont les facteurs associés à la réponse virologique à M18? Eh bien, on a dans le groupe total la cirrhose, ou du moins l'absence de cirrhose est plutôt favorable. L'ARN viral D, la baisse à plus de 2 log à 3 mois était associée à une réponse virologique favorable. Et dans le groupe bulévertide seul, parce que c'est aussi important, eh bien, aussi bien l'absence de cirrhose et l'ARN viral D diminuant de plus de 2 log à 3 mois étaient associés à une réponse favorable. Donc on peut dire que le bulévertide est efficace en bithérapie, mais aussi en monothérapie de l'ordre de plus de 50% à 24 mois, et que le principal facteur de réponse, c'est la baisse de la virémie de plus de 2 log à 3 mois. Donc maintenant, nous savons que le bulévertide peut être prescrit et en prescription initiale hospitalière, disponible en rétrocession, vous le savez, depuis le mois d'août dernier, et chez les malades qui ont un ARN viral D positif, en cas d'échec, d'intolérance ou de contre-indication à l'interféron pégylé, ces mots sont importants, en association avec un traitement antiviral B et après discussion en RCP. Passons aux tumeurs hépatiques.
nous avons vu plusieurs présentations épidémiologiques sur le risque de carcinome hépatocellulaire, premièrement chez les patients qui ont un trouble de l'usage d'alcool. Cette présentation que nous venons d'entendre était issue des données du PMSI chez les patients qui avaient un trouble d'usage d'alcool entre 2012 et 2021. Une population très large de plus d'1,4 million patients, d'âge médian 56 ans, majoritairement des hommes, suivis en moyenne un médian de suivi de plutôt de 4,5 années, et 54 428 CHC ont été diagnostiqués. Alors, quand on voit le message important, c'est que l'incidence est élevée chez ces patients-là, 5,6 pour 1000 personnes années, ce qui est énorme. Et le message aussi trouvé intéressant, c'est qu'en cas de sevrage, eh bien, on diminuait l'incidence du CHC dans cette population. Les facteurs associés à un risque de CHC étaient donc le sexe masculin, un âge entre 75 et 65 ans, un diabète de type 2, l'obésité aussi, et les facteurs de risque non métaboliques, notamment viraux. Donc on voit bien l'incidence du CHC chez les patients dans la population globale. Et ici, c'est le CHC parmi les patients qui ont une cirrhose. Donc ces données sont importantes pour nous, hépato-gastro, et pour les autorités de santé aussi, parce que ça définit également le poids de cette maladie donc liée à l'alcool, et puis aussi ça définit les populations à risque de CHC parmi les patients qui ont un trouble d'usage d'alcool, et qui, pour nous, peut-être, sur un plan clinique, justifie une vigilance accrue chez les patients qui ont ce profil que nous avons vu à haut risque de carcinome hépatocellulaire. Alors on peut regarder de l'autre côté chez les patients ayant un diabète de type 2, qui peuvent aussi avoir un trouble de l'usage d'alcool. Donc c'est la présentation que nous avons eue hier. Vous voyez, toujours avec la même méthodologie, dans une population de plus de 2 800 000 patients, d'âge médian un peu plus élevé, 72 ans, plutôt effectivement autour des 54% chez les hommes de population masculine, donc effectivement assez équilibré entre les deux sexes, et puis un suivi médian aussi de 4,4 années, donc c'est assez long. 25 396 CHC ont été diagnostiqués, et on peut voir ici que l'incidence du carcinome hépatocellulaire dans cette population-là, eh bien, était de 1,49 pour 1000 personnes années. Et point important, c'est que quand il n'y a pas de trouble d'usage d'alcool, elle était de 0,47 personnes années. Alors, toujours l'étude des facteurs associés au risque de CHC, c'est à peu près la même population, des patients de sexe masculin, âgés entre 65 et 75 ans, et surtout qui ont un trouble de l'usage d'alcool, avec un hazard ratio à 18, vous voyez, un risque multiplié par 18 chez ces malades, mais aussi des facteurs de risque non métaboliques, notamment viraux, et enfin l'obésité. Donc ces données suggèrent que les limites de consommation d'alcool devraient être plus strictes chez les patients atteints d'un diabète de type 2. Il y a eu un débat lors du premier symposium mercredi pour savoir ce qu'il fallait recommander. Au moins la modération, voire l'abstinence selon le trouble d'usage d'alcool. À nous de voir quel est le profil des patients qui sont atteints de ce diabète de type 2. Donc on voit que effectivement, nympheldi et alcool ne font pas bon ménage et le risque est maximal dans cette population. En plus, il y a un diabète et de surcroît, s'il y a un virus hépatotrope. Pour les scores donc prédictifs de CHC au cours de l'hépatite B, nous avons eu aussi cette communication cet après-midi sur le score PAGE-B et le FIB4, toujours à partir de la cohorte hépataire, chez 5214 patients inclus entre août 2012 et décembre 2015. Et je vous rappelle le score PAGE-B, qui inclut l'âge, le sexe et les plaquettes. Le score inférieur ou égal à 9 indique un risque de CHC quasi nul à 5 ans. Entre 10 et 17, un risque de 3% à 5 ans, et plus de 18, un risque élevé de CHC de 17% à 5 ans. Alors on voit bien que si on applique ces scores à la cohorte, eh bien le score PAGE-B discrimine bien les patients qui ont un faible risque, avec un score PAGE-B de 0 à 10, la courbe en bas. Le score intermédiaire, donc de 11 à 18, et puis le score avec au risque 19 à 25, de même que le FIB4 à partir de 1 et 2,2. Donc les deux scores sont assez fiables et performants pour prédire la survenue du CHC.
Alors dans la présentation, cette fois-ci, on mettait le curseur à 10. Hein, et donc, si j'ai retenu, j'ai compris que quand on avait un score PHB inférieur à 10, c'était un faible risque, que le suivi devait être standard, et qu'à partir de 10, et à fortiori à partir de 18, il fallait considérer que le risque était soit intermédiaire, soit haut risque, et qu'il fallait faire un dépistage, bien sûr, semestriel du carcinome par échographie et alpha-fétoprotéine chez ces malades. Donc ces deux scores sont capables de prédire de manière équivalente, on peut dire, le CHC chez les patients qui ont une infection chronique par le virus B, et il faut donc les utiliser. Qu'en est-il du risque de CHC chez les patients qui ont une maladie de Wilson? On pourrait dire que c'est anecdotique parce que c'est une maladie très rare, et il est coutumier de dire que le risque est probablement assez faible. Alors, c'est assez surprenant dans cette étude rétrospective menée à Villejuif, monocentrique, chez 149 patients, vous voyez, suivis pendant 15 ans en moyenne, une grande majorité donc avec une cirrhose, plus les 2/3, et quand même 16 de ces 149 malades ont développé une tumeur primitive du foie qui était un CHC pour 10 cas et un cholangiocarcinome pour 6 cas. L'âge moyen de découverte était de 50,5 ans. Et l'intervalle moyen entre le diagnostic de la maladie de Wilson et celui de la tumeur était de 19 ans. Ce qui est important à retenir, c'est que le foie non tumoral n'était pas le siège d'une cirrhose chez 5 de ces patients, mais ils avaient une cirrhose initiale. Et tous les patients qui avaient une tumeur avaient une cirrhose initiale. Alors la cirrhose a régressé, et avec une preuve histologique. Donc là, on peut retenir que le CHC n'est pas si exceptionnel, que les patients qui ont une maladie de Wilson ont un risque aussi de développer un cancer primitif du foie. Il s'agit quand même aussi fréquemment d'un cholangiocarcinome. Les tumeurs surviennent aussi bien sur foie non cirrhotique, mais initialement cirrhotique au diagnostic de la maladie de Wilson, et on peut dire que cirrhose un jour, surveillance toujours, ça plaira à marquer. L'approche par modélisation du bénéfice du dépistage sur cirrhose nous a été présentée cet après-midi. On est convaincu qu'il faut faire un dépistage au moins semestriel, et à l'aide du modèle de Markov, ils ont regardé quelles étaient les différentes stratégies, soit échographie semestrielle, soit échographie AFP semestrielle, soit l'échographie trimestrielle, soit encore l'IRM. Ils ont regardé le taux de létalité à 10 ans et le nombre de décès avec des taux d'incidence de 0,2%, 0,4%, 1,5%, sachant que c'est le seuil d'1,5% qu'on utilise habituellement. Alors ce qu'ils ont vu, c'est que il valait mieux faire une échographie semestrielle que pas de surveillance. La létalité était réduite très fortement à 10 ans, voyez-vous, 46% versus 77%. Donc on peut dire que c'est bien sûr une méthode qu'on doit effectuer, on en est convaincu, nous, et pathologues. Et quand on regarde les différentes stratégies, eh bien, si on rajoute, soit on fait une échographie trimestrielle et on va diminuer encore le nombre de décès pour 100 000 patients dépistés. Je ne vais pas vous détailler tout ce tableau que vous avez tous vu tout à l'heure, mais voilà, on peut imaginer qu'on peut améliorer certainement, éviter encore davantage de décès. La question est celle du coût. Alors c'était plutôt la modélisation pour savoir ce qu'on pouvait gagner. Maintenant, savoir s'il faut faire des IRM chez ces patients est une autre question. En tout cas, voilà, le dépistage semestriel du CHC dans une population ciblée réduit significativement la mortalité globale et par CHC à 10 ans, et ça, nous avons les chiffres à présent. La périodicité et les modalités de dépistage pourraient être modifiées, mais à mettre en balance, bien sûr, avec leur faisabilité et leur coût. Pierre Nahon nous a présenté tout à l'heure ce que devenaient ces patients qui ont des nodules dépistés, mais dont on ne sait pas très bien s'ils sont bénins ou malins. Et à partir des 3 cohortes CIRVIR, CIRAL et l'essai CHC 2000, vous voyez, dans une grande cohorte de patients, 3295 patients suivis en moyenne 57 mois, eh bien, on a vu que l'incidence cumulée de nodules était assez élevée. Voici l'incidence du CHC, l'incidence des lésions focales non CHC. Et puis, que devenaient ces patients? Eh bien, donc, certains, bien sûr, avaient développé un CHC, l'incidence était de 12%. 625 avaient un nodule qui n'était pas un CHC, 19%. Il y avait 29 cholangiocarcinomes dans ce sous-groupe de non-CHC. Et puis 412 de ces patients ont été analysés. On a vu qu'un diagnostic a pu être posé chez 38% d'entre eux. Il y avait notamment 5 cholangiocarcinomes, une métastase. 43% sont restés sans diagnostic, et puis le nodule ultérieurement n'a pas été confirmé chez 18,5%, comme quoi il y a certains nodules qui peuvent disparaître ou ne peuvent être détectés ultérieurement.
Alors le message, donc déjà effectivement c'est cette forte incidence. Qu'en est-il de la survie? Et quand on regarde, ça c'est un message important, eh bien que les patients qui avaient un CHC bien sûr avaient une mauvaise survie, mais que les patients qui avaient une lésion focale non CHC avaient une survie qui était comparable aux patients qui n'avaient pas de lésion focale. Donc ça c'est plutôt rassurant pour témoigner de la bénignité dans la majorité des cas. Alors on peut dire que la très grande majorité des nodules hépatiques non CHC détectés lors du programme de dépistage est de nature bénigne, mais il y a des cholangiocarcinomes aussi. Le pronostic à 5 ans est globalement similaire à celui des patients sans nodules détectés. Je pense qu'il faut continuer, et bien entendu ces malades vont être surveillés parce qu'ils doivent l'être toujours, mais il faut être prudent car quelques nodules peuvent être des nodules dysplasiques et donc l'histoire est à suivre. Alors justement concernant des nodules à déterminer, nous avons eu cette belle présentation sur les mutations du promoteur TERT, qui est un marqueur précoce de la carcinogénèse hépatique. Alors l'équipe de Clichy et de Créteil ont regardé ce qu'étaient ces patients, comment ils exprimaient et surexprimaient ces mutations de TERT. Donc toutes les catégories étaient représentées, des CHC sur nodules dysplasiques de haut grade, des nodules dysplasiques de haut grade, des nodules dysplasiques de bas grade, des nodules régénératifs et des nodules de cirrhose bénin. Eh bien, on voit que l'expression de TERT est très, très forte, bien sûr, dans le CHC, et de façon surprenante pour les investigateurs qui ne s'attendaient pas à avoir tel niveau d'expression. Et on voit aussi que le niveau de TERT est aussi élevé chez les patients qui ont des dysplasies de haut grade, et qui laisse penser que peut-être ces patients qui ont soi-disant une dysplasie de haut grade seraient probablement plutôt des CHC, parce que TERT est quand même très associé à la carcinogénèse. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'était les critères associés aux mutations TERT, une densité cellulaire augmentée, des pseudoglandes, une invasion stromale et une épaisseur des travées hépatocytaires. Donc, on peut dire que la fréquence de ces mutations en PTERT dans les CHC est élevée, que les nodules dysplasiques mutés PTERT doivent être considérés comme des CHC, ça c'est ce que disait Valérie Paradis, et donc les mutations sont associées à des critères morphologiques qu'on a vu, densité cellulaire augmentée, pseudoglandes et invasion stromale. Concernant le traitement, eh bien, c'est toujours la combinaison atezo-beva. Et quand on traite ces patients, on voit bien que les patients qui répondent à une baisse de l'alpha-fétoprotéine, alors ce travail montre que l'alpha-fétoprotéine à 3 semaines est associée à une réponse radiologique, que c'est finalement un bon prédicteur de la survie globale et la survie sans progression, dans une cohorte de dérivation de 38 patients, et, c'est la cohorte de validation, et la cohorte de dérivation et puis l'accord de validation, excusez-moi. Et en tout cas, nous avons vu qu'on pouvait peut-être estimer ou prédire la réponse par la baisse de l'alpha-fétoprotéine sérique de plus de 20% à 3 semaines chez ces malades, traités par atezo-beva. Concernant l'atezo-beva, on se demande toujours si on doit les traiter alors qu'ils ont des varices œsophagiennes ou un antécédent de rupture. Donc ça, c'est le travail présenté par l'équipe de la Pitié-Salpêtrière. Donc c'est assez intéressant parce que c'est une étude prospective avec mesure du gradient avant et à 6 mois, mais bien sûr fibroscopie avant traitement, chez 43 patients qui avaient, vous voyez, 50% d'entre eux des varices, qui avaient une rupture de varices comme antécédent dans 16% des cas. Ils avaient une prophylaxie primaire ou secondaire. Et qu'est-ce qu'on voit après un suivi médian de 7 mois? C'est que la rupture de varices était observée dans 14% des cas. Eh bien, les facteurs associés, c'était pas la taille des varices qui n'était pas associée à la rupture, au risque de rupture, c'était l'antécédent de rupture. L'anticoagulation n'était pas non plus associée au risque de rupture chez ces malades. Et donc, on peut dire que les patients qui ont un antécédent de rupture de varices doivent avoir peut-être, ou peut-être on doit effectivement faire attention à peut-être éradiquer les varices et ne pas débarrer le bevacizumab. En tout cas, l'antécédent de rupture doit remettre en question le traitement par bevacizumab chez ces patients. Donc, l'équipe d'Apitié nous expliquait qu'ils faisaient des ligatures et qu'ils arrêtaient le bevacizumab temporairement, et que la présence de varices de grande taille et l'anticoagulation n'était pas associée à une augmentation du risque de rupture sous traitement par atezo-beva. Passons un petit peu au cholangiocarcinome, mais l'équipe de Marseille nous a montré dans sa population de patients atteints de tumeurs primitives les similitudes et les différences entre les carcinomes hépatocellulaires et les cholangiocarcinomes intrahépatiques. Vous voyez une grande population, 972 CHC et 103
cholangiocarcinome intrahépatique. Les cholangiocarcinomes ont été classés soit avec leur distinction en petits canaux, larges canaux, masse formine, soit l'infiltration périductale. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est qu'effectivement, il y avait bien sûr une plus grande prédominance féminine chez les patientes qui avaient donc un cholangiocarcinome, donc c'est la différence épidémiologique que l'on connaît. Un peu moins de cirrhose, mais quand même 34% de cirrhose pour les cholangiocarcinomes intrahépatiques. Et puis, qu'en est-il également de la survie? Eh bien, la survie globale, eh bien, chez les patients, tout stade confondu, était moins bonne en cas de cholangiocarcinome intrahépatique, mais pour les cholangiocarcinomes avancés, par rapport au carcinome hépatocellulaire avancé, il n'y a pas de différence statistiquement significative. Donc, on voit bien que c'est une population qui est différente, avec probablement une carcinogénèse différente, et donc malheureusement le pronostic aux formes avancées est sévère et comparable entre les deux formes, mais on a vu des progrès sensibles pour notamment le cholangiocarcinome pendant ce congrès. Alors justement, quelle est l'avancée pour le cholangiocarcinome avancé? Eh bien, c'est le durvalumab en association avec le GEM6. C'est l'essai Topaz chez 685 patients qui avaient soit le durvalumab et GEM6, soit le placebo GEM6 pendant 8 cycles, puis du durvalumab ou placebo pendant toutes les 4 semaines jusqu'à progression. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'il y a une augmentation, une amélioration de la survie par rapport au groupe contrôle, GEM6 seul, 12,8 mois versus 11,5 mois de médiane, et la survie sans progression est également améliorée. Il y avait bien sûr des effets indésirables de grade 3 et 4 liés au traitement dans le groupe du durvalumab, mais finalement pas tellement différents que du groupe placebo. Et puis les effets immunoinduits étaient, semble-t-il, inférieurs à 13%. On peut dire maintenant que l'association durvalumab-GEM6 va devenir le standard de traitement de première ligne des cancers avancés des voies biliaires. Et donc, voici les recommandations qui devraient apparaître. Le GEM6 en première attention, pour l'instant, c'est le standard si les patients sont en bon état général. En cas de contre-indication, c'est Capox ou Gemox. Et puis maintenant, le durvalumab associé aussi au GEM, bientôt chez les patients qui ont un bon état général. Il ne faut pas oublier de faire de la biologie moléculaire. Et là, je n'ai pas pu, effectivement, peut-être présenter davantage, mais en fait surtout c'était dans les symposiums, on a vu qu'il faut notamment faire un ciblage moléculaire pour trouver des molécules adaptées, l'ivosidénie pour les mutations d'IDH, le trastuzumab pour HER2, le pimigatini pour les mutations de FGFR2. Donc là c'est l'avenir aussi, on en reparlera certainement lors des prochains congrès. Parlons d'une tumeur ou deux tumeurs qui ne sont pas cancéreuses, l'échinococose kystique, grâce à Solange Bresson, qui nous a montré l'an dernier, bien sûr, les échinococoses alvéolaires, cette fois-ci l'échinococose kystique, 90 patients, donc c'est les 90 premiers. Donc on voit que l'origine géographique, c'est principalement le Maghreb, mais aussi la Turquie et aussi l'Europe de l'Est. Point surprenant, c'est qu'il y avait des cas autochtones et notamment des patients qui venaient des Hautes-Alpes, des bergers, des éleveurs. Donc ça, c'est une enquête à mener. On voit bien que ce sont des patients qui ont plutôt, pour moitié, un kyste unique, un primo-diagnostic dans 56% des cas, avec souvent les récidives après chirurgie. La surprise pour Solange Bresson, c'est que le traitement était encore assez peu instrumental, pérendoscopique ou biliaire. Et donc, on peut dire que dans ce premier observatoire, on voit que la majorité des cas est importés, mais il y a des cas autochtones à explorer et qu'il faut développer les traitements percutanés, mais on verra peut-être en recrutement à venir. Parlons de l'hypertension portale. Quelle est la valeur des critères de Baveno 6 et 7 en cas de CHC sur cirrhose? Alors je vais résumer un peu. On sait qu'aujourd'hui, on a des critères favorables dès lors que les plaquettes sont à plus de 150 000 et une élasticité à moins de 20 kPa. Et est-ce que c'est valable pour exclure des varices significatives ou éviter l'endoscopie? Alors, je ne vais pas vous détailler tout ce grand tableau, mais en fait, on peut dire qu'au terme de ce travail, il y avait un grand nombre de varices manquées et finalement, la conclusion était que les critères de Baveno 6 ou 7 ne semblaient pas adaptés pour éliminer les varices de grande taille chez ces patients atteints de CHC et qu'il fallait préférer la fibroscopie. Ce matin, Jean-Paul Savoni nous a présenté ce qu'il considérait comme maintenant la nécessité après tamponnement, c'est-à-dire poser un type de sauvetage. En effet, ils ont repris effectivement deux cohortes prospectives, groupe coopératif Baveno et l'observatoire Choc,
parmi les 3000 patients, 103 avaient un tamponnement qui était soit effectivement une sonde de tamponnement anti-Blackmore ou soit une prothèse d'anis. Et donc, le traitement n'était pas toujours approprié. Mais quoi qu'il en soit, on pouvait dire que 85 de ces malades, 83% avaient un tamponnement approprié et que les patients qui avaient un TIPS dans la foulée avaient une meilleure survie à J5 et à J42 par rapport à ceux qui avaient eu un tamponnement sans TIPS. Et donc, il nous a dit que le TIPS de sauvetage devait être recommandé dès qu'un tamponnement a été mis en place pour une hémorragie par rupture de VO ou gastrique initialement incontrôlable. Et je crois que cela est de bon sens. Nous avons une belle présentation également sur la prédiction des événements avec ces marqueurs d'inflammation que sont la cytokératine 18, les vésicules plasmatiques, et dans ce très beau travail chez 500 patients de la cohorte cirrhale avec une cirrhose liée à l'alcool, on a vu que chez les patients qui n'avaient pas de consommation de boissons alcoolisées, c'était le score MEL supérieur à 10, la cytokératine 18, le fibrotest qui était associé aux événements, que chez les patients qui avaient une consommation active de boissons alcoolisées, c'était les vésicules plasmatiques extracellulaires et le fibrotest. Et quand on combine ces différents scores, on peut prédire, avec une cytokératine 18 élevée et un fibrotest élevé, des événements dans 24% des cas à 2 ans. Et ici, par exemple, les vésicules extracellulaires à taux élevé et à fibrotest élevé dans 62%. Donc c'est intéressant, pas pour nous en pratique, mais intéressant pour peut-être justement cibler des populations à haut risque et pour les essais. Parlons de transplantation, si vous voulez bien. Eh bien, beaucoup de présentations portées sur la vaccination. Et on voit que la réponse vaccinale est bien sûr assez faible après 3 doses de vaccin. Et après la 3e dose, voyez-vous, 47% des malades avaient des anticorps anti-spike avec un taux supérieur à 250 BAU par millilitre. Que les facteurs prédictifs négatifs de réponse, c'était l'insuffisance rénale, les corticoïdes, l'exposition au MMF, que globalement la vaccination était bien tolérée. Et justement, pour améliorer cette réponse, eh bien, l'équipe de Montpellier a eu l'idée de mettre en place cette étude prospective chez 17 patients qui ont eu une suspension du MMF pendant 2 à 4 semaines avant la 4e dose. Donc vous voyez qu'ils avaient une bithérapie avec tacrolimus pour la majorité, ou sinon everolimus. Et ce qui est intéressant, c'est que les anticorps anti-spike qui n'étaient que 39 BAU avant la 3e injection, après un arrêt d'en moyenne 27 jours de MMF, avaient une augmentation très significative des anticorps anti-spike, donc 76,5% de réponse, sans rejet aigu, sans anomalie biochimique. Donc tout cela est plutôt favorable. Donc l'interruption momentanée pendant 4 semaines du MMF est susceptible de permettre une réponse vaccinale chez ces patients greffés du foie, non répondeurs à 3 doses de vaccin anti-SARS-CoV-2. Et c'est un concept à valider sur une plus grande cohorte. Nous avons vu aussi le traitement par nirmatrelvir et ritonavir en cas d'infection récente de moins de 5 jours chez les patients greffés. Alors là, il a fallu quand même s'aider d'un pharmacologue dans ce travail mené à Rennes. Il n'y a pas eu d'infection grave chez ces patients qui ont eu un traitement qui a obligé, à cause du ritonavir, d'interrompre pendant 5 jours les antirejets, notamment le tacrolimus, et les effets secondaires étaient finalement peu importants. Qu'il y a une bonne stabilité des concentrations, sauf un patient qui a eu une tacrolémie résiduelle à 42,8 nanogrammes par millilitre en cours de suivi, mais sans conséquences cliniques. Donc se pose la question de savoir si on doit pratiquer ça chez des patients qui n'ont pas ou peu de symptômes. En tout cas, ça nous montre que c'est possible, mais attention, prudence chez des patients, bien sûr, qui sont extrêmement compliants, et s'il n'y a pas d'interaction majeure, et puis avec les autres médicaments, et avec une prise en charge par un pharmacologue, ce qui n'est pas forcément si évident. Voilà, donc prudence, et donc à nous de juger, mais en tout cas, c'est faisable avec toutes ces réserves. Nous avons vu aussi un poster sur les facteurs prédictifs de perte du greffon hépatique après greffe chez les patients en déférence d'organes. On sait que la CLF est un facteur de célérité. Et là, ce qui était important, c'était chez ces patients qui avaient une augmentation du grade de la CLF 2 jours avant la greffe, entre J-2 et J0, eh bien, ces patients avaient une augmentation du risque de perte du greffon en analyse multivariée.
Donc, on peut dire que non seulement les scores, bien sûr, à SOFA et puis la CLF, mais l'aggravation du score de la CLF et le score SOFA, alors que les patients sont inscrits ou préinscrits, eh bien, doivent effectivement être pris en compte. Donc, l'évolution du grade d'ACLF dans les 48 dernières heures est associée à une perte accrue du greffon, et c'est à prendre en compte pour les équipes de greffe dans la décision d'acceptation d'un greffon au moment de la transplantation. Qu'en est-il de la mortalité après greffe? À l'ère des immunosuppressions modernes, autrefois on avait l'Immurel, on avait la cyclosporine, on avait les corticoïdes. Maintenant c'est quand même un peu plus néphroprotecteur avec le mycophénolate, mofétil. Et dans ce travail qui est une analyse de 259 patients sélectionnés, donc 20% de dossiers sur 4 centres de patients greffés entre 2000 et 2013, où il y a un suivi médian de 8,3 ans, eh bien on a vu que les résultats étaient assez bons, avec une survie globale à 1 an de 84%, 5 ans de 72%, 10 ans de 64%, et que les décès de cause cardiovasculaires étaient prédominants dans la première année, 30%, que les infections représentaient 24% des décès la première année, que les causes d'origine hépatique 22%, et qu'au-delà de 1 an, c'était plutôt les cancers qui prédominaient, moins de causes cardiovasculaires, moins d'infections et toujours des causes hépatiques dans 25% des cas. Donc on peut dire que les principales causes de mortalité après greffe sont les événements cardiovasculaires pour la mortalité précoce et les cancers de novo pour la mortalité tardive au-delà de 5 ans. Un mot quand même des maladies biliaires et des maladies vasculaires. Christophe Corpechot nous a montré que chez des patients qui étaient répondeurs pour l'acide urso pour la CBP, avec les critères de Paris 1 an, est-ce qu'il fallait être encore plus extrémiste, c'est-à-dire est-ce qu'il fallait diminuer les phosphatases alcalines? Dans ce très beau travail, ils ont regardé entre les phosphatases, effectivement, le groupe des patients qui avaient des phosphatases qui se normalisaient, eh bien, la survie était meilleure chez les patients qui avaient des phosphatases normales à l'inclusion, par rapport à ceux qui avaient des phosphatases élevées, mais malgré tout répondeurs, qu'il n'y avait pas d'influence de la gamma-GT, des transaminases ou de la normalisation de la bilirubine. Donc, oui, normaliser les phosphatases alcalines complètement, ça améliore le pronostic des malades et c'est associé à un gain modeste mais réel de survie. Et ceci justifie certainement de réfléchir à des traitements de deuxième ligne dans le cadre d'essais pour l'instant en cas d'élévation persistante des phosphatases alcalines. Pour le syndrome LPAC, on a vu aussi que la CPRE n'était pas si exceptionnelle, que les facteurs associés à la CPRE, c'était les antécédents au premier degré, et puis les facteurs protecteurs de la CPRE chez ces 296 patients qui avaient quand même 30-31% des cas une CPRE, eh bien c'était le fait d'être une femme et d'avoir de la UDC depuis plus d'1 an. Donc moins de CPRE quand on a de la UDC, ça paraît trivial, mais voilà. En tout cas, on est convaincu qu'il faut traiter précocement les patients qui ont un LPAC syndrome afin de réduire le recours à la CPRE et au traitement des complications. Enfin, je vais vous présenter ce travail de l'équipe de Clichy et de Lyon aussi, chez des patients qui ont une maladie portosinusoïdale, qui ont voulu regarder quel était l'intérêt de la mesure de l'élasticité splénique chez ces patients pour prédire les varices qui nécessitent un traitement. On sait que dans la population cirrhotique, eh bien, l'élasticité à 40 kPa est un seuil. Et bien là, chez ces patients qui avaient un antécédent de rupture de varices dans 17% des cas, des bêta-bloquants dans 40%, et voyez-vous une élasticité médiane à 47 kPa, eh bien on s'aperçoit que effectivement l'élasticité splénique à moins de 40 permettait d'éviter 46% des endoscopies, mais avec un taux de varices significatif manqué. Et quand on combine l'élasticité à moins de 40 kPa et la bilirubine à moins de 17 micromoles par litre, eh bien, on évite quand même 39% d'endoscopie avec un taux de varices nécessitant un traitement de seulement 3,6%. Donc, c'est assez intéressant. C'est une population rare, vous me direz, mais c'est intéressant de voir qu'on peut mesurer la dureté splénique. Donc, voici ce qu'il faut faire sans doute, mesurer la dureté splénique. Et quand on a les deux critères, on peut peut-être éviter la fibroscopie de dépistage.
Si quand même, quand on n'a rien trouvé chez des patients qui ont des maladies hépatiques aiguës ou chroniques inexpliquées, des enzymes inexpliquées, soit une hépatite aiguë ou chronique, eh bien la possibilité de faire de la métagénomique. Alors on a eu cette belle présentation qui, à l'aide d'une plateforme métagénomique, a permis de voir des agents infectieux, des agents non reliés comme le TTV, le BV, potentiellement reliés comme le sphingobiome chez un patient qui avait une ACLF en cas de cirrhose, des patients qui auraient pu être détectés virus C, virus E, mais qui étaient séronégatifs, ou même des patients VHD séronégatifs, et puis d'autres qui ont quand même eu un adénovirus en cas d'hépatite aiguë, une tuberculose et du virus E chez un patient greffé qui avait une PCR initialement négative. Donc on va retenir quelques messages. Pardonnez-moi d'être un peu long, et j'espère vous avoir convaincu qu'en traitant l'hépatite C, je pourrais réduire sans doute les hospitalisations en psychiatrie, qu'à présent je vais utiliser vraiment le score PHB et aussi le FIB4 pour le dépistage du carcinome sur hépatopathie virale B en dehors de la fibrose avancée, que je demande systématiquement la sérologie delta, que je peux à présent prescrire le bulévirtide pour l'hépatite delta. Je recommande la modération vis-à-vis de la consommation d'alcool, voire l'abstinence chez les patients qui ont un diabète de type 2. Je peux utiliser le test FAST plutôt que le FIB4 pour le diagnostic de NASH fibrosante chez les patients diabétiques. Je suis convaincu que le dépistage semestriel du CHC diminue la mortalité à 10 ans. Je ne me contente pas des critères de Baveno pour le dépistage du varice chez les patients qui ont un CHC. J'ai appris que le traitement du cholangiocarcinome s'améliorait et que le durvalumab pourrait être le nouveau standard en première ligne associé au GEM6. Je suis convaincu que la normalisation des phases alcalines est un critère à atteindre chez les patients atteints de CBP, et on attend un protocole pour le démontrer. Et à présent, je mesurerai l'élasticité splénique chez les patients qui ont une MVPS, et je vous remercie pour votre attention.